Le tricot, le crochet nécessitent deux choses. Du fil et un outil, crochet ou tricot. Mais il y a toute une série de petites choses qui peuvent nous faciliter la vie ou pas et qu'avec l'expérience, on abandonne ou pas. Ça se transforme parfois en coup de mou, mais aussi en coup de cœur. Aujourd'hui, on parle accessoires. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Lioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast. Aujourd'hui, on va parler accessoires. J'ai fait une vidéo sur les accessoires qui étaient les accessoires que j'avais achetés et qui se sont transformés en coups de mou, des accessoires dont je ne me sers plus ou dont j'ai détourné l'usage. Cette vidéo, vous pouvez la regarder, elle date de 2 semaines. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des accessoires qui me paraissent essentiels. Les accessoires que je prendrais sur une île déserte. À part manger et boire, hein, voilà. Donc les accessoires tricot qui seraient essentiels, sans lesquels je ne fonctionne pas trop, je vais dire, et qui ont vraiment un intérêt important pour moi dans ma vie de tricoteuse. Je tiens à répéter que cette vidéo, c'est mon expérience personnelle. J'ai eu des commentaires pas spécialement sympas les derniers temps. Quand je partage ce genre de vidéo, c'est mon expérience de tricoteuse. Vous prenez ce que vous avez envie de prendre, vous gardez ce que vous avez envie de garder. Chacun a sa façon d'appréhender le tricot, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas une critique, c'est juste pour... Quand on est débutant, en fait, parfois, on a tendance à croire qu'il nous faut tout, alors qu'on n'a pas besoin de nécessairement beaucoup de choses, et c'est en la pratique du tricot qui fait qu'on affine nos façons de faire. Et c'est clair que moi, par exemple, je ne me sers plus d'aiguille à torsade parce que je n'en ai plus besoin, parce que j'ai une certaine expertise du tricot et que d'autres personnes auront besoin d'aiguilles en torsade tant qu'elles n'ont pas de maîtrise un peu plus fine du tricot. C'est comme ça. C'est important quand même que je précise ceci parce que si je partage mon expérience, ça reste mon expérience. Chacun a sa propre expérience. Donc vous prenez ce que vous avez envie de prendre. Ça ne vous pousse pas. Ce que je dis pas, c'est ce que je dis n'est pas gravé dans le marbre. Ce que je dis maintenant, peut-être que ça va évoluer dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, que sais-je. Peut-être qu'il y a des essentiels que je trouverai plus nécessaires ou des coups de mou que je trouve tout compte fait nécessaires. Donc je le répète, c'est mon d'expérience et c'est un partage d'expérience. Donc forcément, je parle de moi. Comme je l'ai dit dans l'introduction, le tricot nécessite, enfin le crochet, le tricot, nécessite 2 choses. Des outils et un fil. C'est l'occasion pour moi, puisque je ne ferai pas de vidéo podcast d'ici Malakoff, de vous montrer les nouvelles couleurs de Pérégrine. Donc ceci, ce seront les couleurs qui seront mises en vente à Malakoff, à Paris, et qui se retrouveront sur mon site internet si j'ai encore du stock, parce que c'est du stock que je prévois pour Malakoff et pour la Suisse. Vous avez 5 couleurs qui viennent de sortir, qui sont des couleurs qui flashent. Ce sont celles-ci. Alors, le thème de la collection, c'est Brésil, parce qu'on a voulu travailler... au départ, moi, je voulais quelque chose qui tournait autour du carnaval, parce que c'est la période du carnaval, et nous, en Belgique, dans mon coin, on fait quand même souvent le grand feu et le carnaval. Je suis originaire du coin de Thoin, de Binche, si vous connaissez, même les Françaises, vous connaissez probablement les Binches. C'est vraiment un personnage historique au niveau carnaval, on va dire. Ça fait partie du folklore et je pense même qu'ils sont reconnus comme à l'UNESCO, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Donc ça fait partie de la culture du patrimoine intemporel de l'humanité, ce genre de choses. Donc les Gilles, les Blancs Moussis de Slavolo, etc. Donc j'avais envie de tourner quelque chose autour du carnaval. Et qu'est-ce qui personnifie le carnaval dans la tête de tout le monde? On ne parle pas de Binche, on ne parle pas de Slavolo, on parle de Rio de Janeiro. Et voilà, la collection a commencé comme ça, donc je voulais des couleurs qui pêchent et j'ai pensé au Brésil. Et donc voilà la collection qui vient de sortir, qui est la collection Brésil. On est parti sur des couleurs néon. On a donc ici Flamingo et en dessous Copacabana. Les plages, enfin Flamingo parce que rose comme ça fait penser au flamant rose. Copacabana, c'est une plage au Brésil. Vous avez Jacaranda qui est une plante. Vous avez ici Ipanema. Et puis j'ai fait tomber une pelote que je vais récupérer. Ici, on a Bahia. Donc voilà en gros les couleurs qui seront là, qui seront bientôt disponibles. Alors ceci, ce sont des couleurs sur
pérégrine, comme quoi on peut faire des couleurs qui pètent sur de la laine. Non, super wash. Voilà, j'en ai fini avec ma petite parenthèse laine. Celles, je répète, ces laines-ci, vous allez les retrouver à Malakoff, sur mon stand, et vous les retrouverez au Swiss Yarn Festival. Donc voilà les 5 couleurs de la collection Brasil, qui a été une collection qui a été faite en collaboration avec Vulcan Yarn. Alors la première chose qui me paraît essentielle et pour laquelle dont je ne me passerai pas, c'est les marqueurs. Alors ceci, c'est ma petite trousse voyage dans laquelle j'ai des boîtes de marqueurs et des boîtes de marqueurs et des boîtes de marqueurs. J'en ai de toutes sortes en fait des marqueurs. J'en ai que j'aime beaucoup parce qu'ils sont pratiques et j'en ai que j'aime beaucoup parce qu'ils sont jolis. Donc je suis quelqu'un qui aime comme les boutons, vous voyez, je fais pas collection parce que j'ai une furieuse tendance à perdre mes marqueurs dans la voiture, quand je tricote, quand je suis en salon, sous le canapé, entre les coussins du canapé. Quelquefois, je fais des découvertes quand je passe l'aspirateur. Donc, voilà le genre de marqueurs que je mets sur un projet qui est un projet en cours pour le moment. Tous les marqueurs ici, je les ai mis pour séparer les endroits où je fais des augmentations. Alors, j'ai les marqueurs bijoux, voilà, ce style. Et puis, j'ai des petits marqueurs ronds comme celui-ci. Oups là, vous ne verrez pas grand-chose comme ça. Comme celui-ci. Un petit marqueur rond comme celui-ci. Vous ne voyez pas grand-chose avec mes ongles. Ce genre de petits marqueurs ronds sans fioritures, je les aime bien quand je travaille de la dentelle. Pourquoi? Parce que la dentelle, quand on a beaucoup de jetés, les marqueurs, ils ont tendance de passer d'un côté à l'autre. Et la dentelle, on la travaille souvent avec un fil fin. Et en plus, les marqueurs comme ça, plutôt bijoux, voilà, j'en ai des petits ronds ici, j'en ai des plus gros et des plus petits. Les marqueurs bijoux, l'inconvénient, c'est qu'ils accrochent plus facilement la laine. Et comme on fait quand même beaucoup de manipulations quand on fait de la dentelle, on fait des doubles diminutions, des diminutions centrées, on fait des jetés, etc., etc., eh bien, ça a tendance vite à partir là où ça ne devrait pas. Donc, moi, personnellement, les marqueurs ronds de ce style, vraiment les marqueurs avec une toute petite perle ou simplement rond, style Coconits, par exemple, en plastique, ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup quand je fais de la dentelle. Quand je fais un style raglan comme ceci, j'aime bien mettre des marqueurs différents parce qu'ainsi je sais où je suis dans le patron, j'ai pas besoin de trop réfléchir, je sais si je suis sur une épaule, si je suis en début de rang, etc., etc., quelles augmentations je dois faire, dans quel sens je dois faire mon augmentation. Donc ça, les marqueurs style bijoux sont plus des marqueurs qui vont me servir de repères visuels pour pouvoir faire... Excusez-moi, il y a un appel téléphonique, tant pis, je lui ai raccroché au nez, mais tant pis. Pour une fois que ça arrive en pleine vidéo. Donc les marqueurs visuels sont vraiment des marqueurs dont je me sers surtout pour les marqueurs bijoux plutôt, surtout des marqueurs qui me servent comme marqueurs indicateurs de je dois faire telle chose. Il existe des marqueurs sur lesquels il est marqué par exemple 2 mailles endroit ensemble ou un surjet simple, etc. Il y a des designers qui font ce genre de choses, c'est des petites perles ou c'est du feutre ou ce genre de choses. Ça vous permet de dire, ah ben tiens, là c'est 2 mailles endroit ensemble et là c'est une augmentation intercalaire, ça évite de chercher. Mais moi je sais plus ou moins ce que je fais, donc plus ou moins... Je sais où tel marqueur, ben je suis à telle épaule, tel endroit je dois faire ça, tel endroit je dois faire ça. Donc vous avez ce genre de joli petit marqueur qui est un marqueur qu'on m'a offert, qui est un marqueur bijou, puis vous avez des marqueurs, là ici j'ai un Pea Maple Pea, les marqueurs de la collection Pea Maple Pea, à côté j'ai une tête de mort, puis j'ai ici un Totoro qui est un marqueur fait par, je ne sais jamais son nom, je pense que c'est, non c'est pas Ars Mirabilia, je ne sais plus son nom, je le mettrai ici en dessous. Elle est souvent sur les salons, notamment à Lille, et mon mari lui achète toujours des marqueurs, et notamment pour moi, mais lui il a une fascination pour ces petits marqueurs café. Bref, donc ça j'adore, littéralement. Et un marqueur que j'aime particulièrement bien, mais que je n'apprécie pas quand je fais de la dentelle, c'est le marqueur en poule. C'est par exemple ceci, je vous ressors un projet qui est en cours, le petit marqueur ici en poule, là, voilà, qui est un petit marqueur que j'ai mis ici. Alors, c'est la mode pour le moment de ce patron-ci, qui s'appelle l'Emotional Support Chicken, qui est ceci en fait, je vous la montre.
J'ai craqué quand j'ai vu le patron. J'étais vraiment dans une baisse de mojo tricot et donc j'avais envie de faire un patron qui ne me prenait pas trop la tête et en plus ça me permettait d'utiliser des restes. Donc j'ai fait cette poule, c'est super fun à faire, c'est super rapide, qui est l'Emotional Support Chicken. Donc j'ai utilisé une pelote de langue pour la faire, de langue Frida et un reste de laine, des scarabées. Je l'avais eu il y a je sais plus combien, 7-8 ans, j'ai fait un châle avec sa laine et elle m'avait envoyé des mini pour me présenter les couleurs et donc j'ai utilisé ces mini pour faire celle-ci et j'ai inversé une autre poule, donc c'est la deuxième qui est en cours, avec le reste de la Frida et le reste de la... c'est Phalène je pense, je ne sais plus si c'est Phalène, je ne sais plus du tout le nom de la laine. Mais bon, voilà, je vous le mettrai en dessous, hein, de laine de scarabée, pour pouvoir faire la deuxième poule. Donc voilà, et ça, ici, c'est l'endroit, ça permet de pouvoir marquer l'endroit où on joint. On va coudre, en fait, si vous voulez, on coud le cou ici. Alors, je vous fais une détail de patron, mais on fait le bec. On coud le cou jusqu'ici, et puis on va faire un empiècement ici en dessous. Je vais vous reprendre le séparément. Là, vous voyez, vous avez un empiècement ici pour pouvoir lui donner un arrondi et pour qu'elle tienne. Donc, c'est l'endroit où il faut placer la tête de l'empiècement, cet endroit-ci, l'endroit où on marque. Donc voilà pourquoi moi j'aime beaucoup les marqueurs en poule. Les marqueurs en poule aussi, ils ont un usage qui est vraiment très sympa, c'est que, ils peuvent mettre des mailles en attente, mais par exemple, quand vous perdez une maille en cours de tricot et que vous vous rendez compte 15 rangs en dessous, par exemple, ou une barre de bordure, ben vous pouvez mettre votre marqueur en poule là, parce qu'ainsi la maille ne filera pas plus bas, donc et vous aurez l'occasion de réparer, démonter ou pas, ou démonter juste cet endroit-là, pour récupérer votre maille. Et c'est aussi un excellent marqueur quand on doit faire des diminutions doubles, des diminutions centrées, parce qu'un des problèmes des diminutions centrées, c'est que souvent, on doit déplacer le marqueur pour replacer en fait ensuite. Donc en mettant le marqueur amovible, ça vous permet de pouvoir placer votre diminution centrée toujours au même endroit, et vous aurez à bouger votre marqueur pour la diminution centrée tous les X rangs, et non pas tous les rangs avec un marqueur qui se glisse sur les aiguilles. Donc moi, c'est vraiment un truc que j'adore, les marqueurs. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé des fils de laine, comme beaucoup de gens, comme des petits plastiques qui servaient pour faire... à un certain moment, les enfants faisaient beaucoup de bracelets. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Ils faisaient des bracelets en plastique. J'en ai encore à la maison. Mais le problème, c'est que ça adhère aux aiguilles. Et plus on tricote vite, plus vite ça agace à faire glisser les marqueurs. Donc des petits marqueurs comme ça me permet de pouvoir rendre fluide mon tricot plus qu'avec des bouts de laine ou des petits marqueurs, des petites choses en plastique. C'est pas une obligation, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir des marqueurs pour pouvoir, surtout quand on devient de plus en plus expert, de toute façon, je pense que le marqueur, quel qu'il soit, que ce soit un marqueur, un bout de tissu, un bout de fil plutôt, pas un bout de tissu, un morceau de plastique, un petit élastique ou quoi que ce soit, c'est pas plus mal parce que ça vous permet de lire votre patron. Je sais que j'ai eu une question sur le sujet, je ferai une vidéo sur qu'est-ce que lire son patron, mais ça vous permet de dire je suis tel endroit, c'est un marqueur quoi, voilà. Et donc ça facilite les choses, alors on s'en met de moins en moins quand on tricote avec l'expérience, mais ça facilite les choses, surtout quand vous avez à placer des diminutions et pas systématiquement dire bien est-ce que je l'ai bien placé, est-ce que je ne l'ai pas bien placé. Quand on est sur du mohair, ça peut être compliqué parfois. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve essentiel et dont je ne me passerai plus maintenant. Je vous ressors ma petite trousse ici avec mes marqueurs. Une autre chose dont je ne peux pas me passer, je pense que c'est difficile de s'en passer, c'est une aiguille à tapisserie. Alors, c'est une aiguille à repriser la laine, j'en ai plusieurs. J'ai ceci qui m'a été donné, attendez, je vais vous montrer. J'en ai plusieurs d'aiguilles à tapisserie. J'ai ce genre d'aiguille tout à fait basique, avec un grand chat, que vous trouverez en mercerie, qui sert à faire de la tapisserie. Donc ça aide à faire de la tapisserie, donc de passer du fil dans un canevas. Vous avez ce genre d'aiguilles qui sont des aiguilles à laine. Donc l'avantage ici, c'est que le chat est en plastique et est très épais, parce que ça, c'est quand même plus compliqué quand on a une laine plus épaisse. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. On va faire comme ça. Donc le chat ici est grand, mais seulement quand on a une laine très épaisse, elle a tendance à se diviser, donc c'est plus difficile pour passer le fil. Je m'en sers beaucoup. Moi, je n'utilise pas beaucoup de grosses laines, mais par exemple, sur la laine que je vous ai montré juste avant sur la poule, comme c'est un fil
célibataire, en fait, elle a tendance à partir dans tous les sens, donc j'aurais plutôt tendance à utiliser ceci. Je vous montre. Pour y faire passer mon aiguille, mon fil, ce sera plus simple. Donc ça, c'est une aiguille à laine. Et puis, vous avez une très jolie aiguille à tapisserie, ici, qui est une aiguille à tapisserie que j'ai eue dans un kit. Je pense que c'est Game of Thrones de Arcoiris Yarn. Je ne sais plus. Je pense que c'est dans une... Oui, ça doit être dans un kit Game of Thrones. C'est vraiment une très très jolie aiguille. Donc ça, j'ai une tendance aussi à perdre mes aiguilles à tapisserie. C'est quelque chose que je trouve essentiel pour rentrer ses fils, pour repriser. Bêtement aussi, parfois, quand on tire un fil pour rééquilibrer le fil, vous savez, vous tirez simplement un fil, et donc ça déforme la maille, sans abîmer le fil, hein, ça déforme la maille, et bien vous allez pouvoir utiliser votre aiguille à tapisserie pour pouvoir retirer le fil, rétablir une tension régulière dans les mailles. Donc ça sert à ça aussi, à part le fait que on peut faire de la tapisserie avec, ou repriser carrément. Ça peut aider aussi, alors celle-ci est un peu grosse, à faire du duplicate stitch, et ça peut aider aussi à coudre les pièces des tricots lorsque vous tricotez à plat. Donc on fait un reprisage, ce qu'on appelle un reprisage à la suisse, et donc vous allez coudre avec ceci, c'est très facile. L'aiguille, la pointe n'est pas pointu, donc ça vous évite de piquer au milieu du fil et de vous retrouver à avoir quelque chose de compliqué. Donc ça, c'est le genre de choses qui sert aussi à coudre les pièces de tricot ensemble quand on doit joindre deux pièces, ou que dans un patron, par exemple ici le cas de la poule où je dois joindre le bas du ventre, eh bien j'ai utilisé ça pour pouvoir coudre les deux en faisant du reprisage à la suisse. Autre chose dont je ne me passerai jamais, je vous sors mon carnet, mon page binder, je ne sais plus comment ils appellent ça, de chez Thread Maple, pardon. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment génial. Alors, c'est un coût certain, ceci. Donc ça, c'est pas essentiel, à mon sens. Moi, je m'en passerai plus, mais bon, je m'en sers parce que je vais donner des formations et j'ai tout dedans. Et je pense que jusqu'à présent, c'est la méthode la plus efficace que j'ai trouvée pour ranger mes aiguilles. Mais j'ai beaucoup d'aiguilles. Donc, une des choses essentielles, vous les avez ici, ce sont les crochets. Je pense qu'un crochet doit faire partie de la panoplie des accessoires essentiels du tricoteur, de la tricoteuse. J'ai fait une vidéo sur les techniques crochet qui sont utiles aux tricoteurs et aux crocheteurs, donc je ne vais pas vous refaire la vidéo, mais le crochet, il est essentiel parce qu'il vous permet de remonter une maille, par exemple. Vous avez fait tomber une maille, vous allez pouvoir remonter votre maille. Tout simplement en crochetant, et vous n'aurez pas besoin de prendre votre aiguille. Et en faisant ça, vous allez remonter, par exemple, dans du jersey, votre maille très proprement avec un crochet. Ça vous permet de faire des montages, ça vous permet de faire des rabats, ça permet plein de choses en fait le crochet. Je pense que c'est vraiment une chose qui est essentielle. Alors moi je n'ai pas de petits kits parce qu'il existe des petits kits où vous avez un petit crochet, vous avez une petite paire de ciseaux. J'ai pas besoin de ça parce que moi j'ai mon set à crochet ici, tulipe, que je trimballe partout parce que je crochette aussi, donc forcément j'en ai plusieurs. Voilà, j'ai pas mal de crochets et j'en ai deux. Parce que comme j'ai pas mal de crochets 3 mm et 2 mm et demi, ben j'en ai deux dans ma trousse là et j'ai ma trousse ici. Mais vous avez des petits kits de sauvegarde, je ne sais plus comment on appelle ça, mais je sais que chez Lily Contour, elle avait ça à un certain moment, où vous avez vraiment la petite boîte marqueur avec les petits ciseaux, le petit crochet et ce genre de choses, qui est en fait un kit de sauvegarde, c'est kit de survie si vous voulez pour le tricot, et ça fait partie des pièces essentielles, je pense, en tant que kit de survie, parce que ça peut vous éviter des prises de tête et de vous défaire d'Iran ou ce genre de choses. Donc un crochet, ça me paraît essentiel, même si vous n'êtes pas crocheteur. Je reste persuadée quand même qu'un tricoteur doit apprendre les bases du crochet parce que ça vous aidera quand même fortement pour éviter de vous prendre la tête, par exemple pour les montages en rond. Ça fait quelque chose de beaucoup plus net et beaucoup plus propre. Ça vous permet de remonter les mailles. Voilà, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir. Pourquoi je considère que le crochet est un outil essentiel pour les tricoteurs. Je pense aussi que les crocheteurs auraient besoin aussi d'apprendre des bases essentielles du tricot. Donc ce sont deux techniques qui sont
interchangeables et qui sont complémentaires. À mon sens, il n'y a pas à avoir de guéguerre entre l'un et l'autre, on préfère l'un ou on préfère l'autre, mais je pense que c'est essentiel d'avoir les bases des deux côtés parce que ça vous aidera pour beaucoup de choses. D'ailleurs, le crochet tunisien, c'est un hybride entre le tricot et le crochet. Donc je pense que, voilà, crochet, je répète. Autre petite chose, les ciseaux. Je vous montre une des multiples paires de ciseaux que j'ai, mais c'est le genre de choses, vous en avez 5 et vous n'arrivez jamais à mettre la main dessus. Il y a des produits où c'est comme ça, parce que mes filles s'en servent, parce que mon fils s'en sert. La seule chose dont il n'ose pas se servir, ce sont mes ciseaux de couture. Parce que le premier qui prend mes ciseaux pour couper autre chose que du tissu se fait griller sur place, incendier sur place. Je ne veux pas qu'on se serve de mes ciseaux à couture, parce que sinon on abîme le fil, même si j'aiguise mes ciseaux, je ne veux pas qu'on touche pour faire autre chose, surtout quand c'est pour couper des fossiles ou du papier. Donc voilà, ils sont prévenus, ils le savent, c'est la chose qu'ils ne peuvent pas toucher. Vous avez, par contre, je voulais vous montrer quels sont mes ciseaux. Donc j'ai des ciseaux de couture, des vrais ciseaux de couture, et c'est le genre de petits ciseaux que j'ai en stock dans la petite trousse que je vous ai montré Totoro, dans ma grande trousse. Mais j'ai ceux-ci qui en fait sont mes préférés. Ce sont des petits ciseaux pliables. L'avantage, c'est que ces petits ciseaux pliables, voilà, quand ils sont dépliés, c'est qu'ils n'abîment pas. Vous ne risquez pas d'avoir le ciseau qui transperce le tissu ou qui vous blesse ou qui abîme un contenant ou un sac ou autre. Ceux-ci, moi, je les trouve géniaux, je les adore. Alors, je ne sais pas la marque de ceux-ci parce qu'ils m'ont été offerts par mon mari lorsqu'on a fait Yarndale. Donc, c'est le genre de choses, vous les trouvez facilement, c'est le genre de petits ciseaux, je trouve ça mais génial, ça prend pas beaucoup de place. Ils vont parfaitement dans ma trousse ici en dessous. Je ne m'en sépare pas. Et je pense qu'en fait, ce genre de ciseaux, hein, à mon avis, ça doit passer sans trop de problèmes les passages au niveau des aéroports. Jamais tenté, je vous avoue, je ne tente pas le diable quand il s'agit de prendre l'avion. Je ne prends pas souvent l'avion, mais j'ai pas envie de jouer. Alors à Luxembourg, ils sont relativement souples et j'ai déjà demandé la question, mais c'est quand on a du retour, j'ai pas envie de me retrouver avec mes affaires jetées. Donc en général, je préfère mettre mes affaires à tricot dans mon sac à main, dans mon sac, ma valise, si je prends une valise, sinon je m'abstiens et je prends du bois et puis voilà quoi. Donc ça, j'ai jamais tenté, jamais osé. Donc ça, c'est vraiment les choses que je trouve essentielles, les ciseaux. C'est vraiment le truc pour lequel on ne sait pas vraiment se passer. On peut casser le fil, hein, mais en fonction des fils, c'est plus compliqué. Quand vous avez de la soie, que vous avez du nylon, les fils, s'ils sont très retordus, ils se cassent moins facilement que d'autres. Le mètre-ruban, aussi pour moi un essentiel. Alors, vous avez un mètre-ruban ici qui est complètement classique et basique. Il y a eu une paire de un coup de ciseau dedans que je remplace régulièrement parce que... Alors ceux-ci ne se distendent pas, mais il y a des mètres-rubans qui ont tendance à se distendre, donc il faut se méfier. Mais j'ai aussi ceci qui me sert pas mal, qui n'est pas un mètre-ruban, qui est un bracelet en cuir de Love Four que je mets autour du poignet quand je voyage notamment, parce que ça me permet de pouvoir mesurer, ou alors quand j'ai des petites pièces à mesurer, ça me permet de mesurer, par exemple, l'avancement d'un yoke, d'un empiècement, le dessus d'un pull. Je sais mesurer une paire de chaussettes, ce genre de choses, ça m'évite de prendre mes règles à chaussettes. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc j'ai le grand mètre-ruban, j'ai ce petit-là, et puis j'ai une règle. J'ai toujours une règle avec moi. Alors ici, c'est une Knit Pro, j'en ai plusieurs. Parce que ça, c'est rigide et ça permet, c'est plus facile pour mesurer les échantillons. Alors, j'ai des règles à échantillons en bois, j'en ai pas ici sous la main, mais ça aussi, c'est sympa à utiliser, mais j'utilise souvent ceci pour mesurer mes échantillons ou ceci pour mesurer mes échantillons. Je les mets bien à plat, ainsi je suis plus ou moins certaine de là où je vais. Là, ce que je n'aime pas du tout dans la règle Knit Pro, c'est cette loupe qui en fait déforme les mailles à cause de l'effet loupe et je la trouve pas pratique. Mais par contre, je l'aime beaucoup parce que je sais qu'il y a X centimètres et donc c'est vraiment quelque chose dont je me sers très souvent. Je sais pas combien d'années elle a cette règle, j'en ai déjà cassé une. Donc ça, c'est vraiment le genre de choses que je trouve essentielles. Le mètre-ruban, pourquoi? Parce que vous pouvez vous dire, on aurait assez avec ça. Non, en fait, le mètre-ruban, il est essentiel parce que si vous faites des pulls, il y a une chose qui est essentielle à faire, c'est prendre vos mesures de manière adéquate. Si vous ne prenez pas vos mesures de manière adéquate, vous allez avoir des surprises. Donc,
Le mètre ruban d'1,50 m, c'est très pratique et c'est essentiel pour une couturière, mais je pense que c'est aussi essentiel pour une tricoteuse qui veut faire des vêtements. Ça vous permet d'avoir une mesure adéquate de votre tour de poitrine, de votre tour de hanche, de votre tour de taille, de longueur de dos, etc., etc. Ce que vous ne pouvez pas avoir avec un petit mètre comme ceci qui va jusqu'à 40 cm. Je suis désolée, il y a des travaux dans la rue, donc vous les entendez peut-être. Comme ceci, c'est juste pas possible. Vous ne savez pas mesurer quelque chose sur vous avec ça. Donc, pour moi, ça, la règle, alors ça, peut-être pas ultra essentiel, mais la règle et le mètre ruban sont des outils de mesure que j'estime essentiels pour tout tricoteur. Une chose que j'ai oublié de prendre, et je pense que je l'ai rangée, mais je ne sais plus où, c'est, il faut que je la trouve pour ce soir notamment, c'est la lumière de cou que je vous mets ici. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très sympa, surtout quand on tricote le soir, qu'on regarde la télévision et qu'on n'a pas envie de déranger les autres. Je trouve ça vraiment sympa. Et j'aime bien cette lumière-là en particulier. Pourquoi? Parce qu'elle est orientable. Et vous avez le choix d'allumer une ou deux lampes. Donc quand vous tricotez du noir, vous tricotez du mohair, vous tricotez le soir, c'est parfait, je trouve ça vraiment génial. Ça évite d'avoir une grande lampe au-dessus de soi qui à la limite gêne votre voisin et va l'embêter alors qu'on est en train de regarder un film. La lumière de cou, ça permet de focaliser la lumière sur un endroit, ça ne dérange pas, ça ne fait pas un halo lumineux, c'est vraiment très sympa. En plus, elle est facilement... On sait facilement l'allumer, on sait facilement l'éteindre et en plus on sait régler l'intensité de la lumière. Donc ce genre de choses, je l'ai trouvé sur Amazon. Je pense que j'avais payé 35 € et pour moi c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose dont je ne me passe pas, surtout l'hiver. Le soir, quand le jour commence à s'allonger et qu'on arrive jusqu'à 10 h du soir, en général je tricote, mais je tricote, ouais, je vais tricoter entre 10 et 11 h, mais je vais moins m'en servir que quand il commence à faire noir, faire nuit à partir de 5 h, par exemple, à 17 h, où je travaille encore à 17 h. Donc c'est vraiment le genre de choses que j'aime beaucoup, cette lumière, et je ne m'en passerai plus. Un autre accessoire que je trouve essentiel, c'est ceci. 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 Et ceci. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme avantage, qu'est-ce qu'ils ont en commun, tout ceci? Ce sont des sacs à projet. Alors, il y en a des chers, il y en a des moins chers. Alors, ceci, c'est un cadeau qui m'a été fait, qui a été tricoté, pas tricoté, qui a été cousu par quelqu'un qui me l'a offert, je ne sais plus qui, je vous avoue. On me l'a offert lors d'un salon, et bien je m'en sers tout le temps. Ça, c'est vraiment mon petit sac à projet que je trimballe partout lorsque je suis en voiture. Pourquoi? Parce que j'y mets mes chaussettes. C'est mon sac à chaussettes. Je l'aime bien parce qu'il ferme, il a une fermeture éclair et on peut le mettre au poignet. Et en plus, il n'est pas très grand et je sais le glisser dans un sac à main, enfin un grand sac à main. Pour pouvoir tricoter, j'y mets que mes chaussettes. C'est mon sac sac à chaussettes. Là, je vous l'ai dit, hein, comme je tricote beaucoup avec des Crazy Trio, l'inconvénient des Crazy Trio, c'est que vous risquez d'en perdre une, puisqu'il y a 3 aiguilles, vous pouvez facilement en perdre une. Donc ici, c'est sûr et certain que je ne perdrai rien, puisque je ferme ce sac, et c'est celui qui me suit partout. J'ai celui-ci aussi, qui est vraiment plus joli, qui est vraiment très sympa, dans lequel je mets beaucoup d'échantillons. Je m'en sers pas mal quand je fais les salons, mais c'est un joli petit sac à projet qui fait petit sac à main. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, celui-ci. Et puis, j'ai ça, qui est en fait un simple sac. Donc, vous pouvez passer de la chose cousue à la chose un peu plus chère, à la chose que vous achetez... on pourrait s'en servir pour faire des courses. Hein. En fait, ceci, c'était ce qui emballait le page binder. Je ne sais plus comment on appelle ça, mais mon set à aiguilles, lorsque je l'ai reçu de chez Thread and Maple, donc c'était un sac, c'est une sorte de coton très fin, eh bien, ça me sert de sac à projet. Vous pouvez utiliser des tote bags. De plus en plus, maintenant, on a des tote bags en tissu dans les magasins. Vous pouvez vous servir de tote bags en tissu pour faire sac à projet. Je me sers régulièrement de tote bags parce que j'ai X projets, donc voilà, où je les ai pliés, mais je me sers aussi des tote bags pour des courses, pour mettre des projets dedans. Donc ça peut être pas cher du tout, parce que je ne sais plus combien ça coûte, mais ça ne coûte pas non plus très cher, parce qu'on vous incite à ne plus produire de déchets, donc il n'y a plus de plastique. Je ne sais pas si c'est le cas en France, mais en Belgique, on vous propose plus de plastique, il n'y a plus de plastique
Dans les supermarchés, c'est soit du papier, soit du sac tissé, ou alors des sacs vraiment style tote bag. Donc ça, c'est le genre de choses qui me sert comme sac à projet. Et puis j'ai là quelque chose de beaucoup plus cher, qui est un sac Mude, qui est un sac à projet avec mes 56 000 poches. J'adore ce sac. L'inconvénient, c'est qu'il a tellement de poches que souvent je cherche mes affaires tout le temps. Parce qu'en fait, je m'en sers ce sac quand je vais notamment à Bruxelles et que je prends les transports en commun parce que je peux y mettre mes papiers, ma carte d'identité, mon portefeuille, mon téléphone, une bouteille d'eau, mes projets, voilà. Et je crois qu'il y a 10 poches, et donc je suis toujours en train de chercher où est ma carte de bus, par exemple, dans ce sac. Mais je l'adore, ce sac, vraiment. C'est vraiment un sac polyvalent que j'adore vraiment. Ça, c'est un sac Bund, c'est le grand, je pense que c'est le Lot of Fun. C'est le grand Lot of Fun, ce sac-ci. Je l'ai racheté à quelqu'un qui habite pas loin, qui ne s'en servait pas, enfin qui l'avait en double en fait, et je lui ai racheté, et je vous avoue, il me suit partout ce sac-là. J'ai un petit sac à main, mais ce sac-ci, c'est vraiment mon sac, vous allez me voir en salon, j'ai celui-ci. Et ça, c'est un sac à projet, je trouve génial. Et souvent, je mets des sacs à projet dans ce sac à projet. Donc mon sac à chaussettes, j'y mets dedans. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose dont je ne me passerai plus, les sacs à projet, parce que sinon, après, on a vite trop tendance à tout mélanger, les marqueurs des autres projets s'accrochent aux marqueurs, les laines s'en mêlent, et donc moi j'aime bien ségréguer les choses, donc je ne me passerai plus de sacs à projet. Rien ne vous oblige à acheter, vous pouvez coudre, vous pouvez faire de la récupération, voilà, c'est aussi un petit plaisir personnel de m'offrir des beaux sacs à projet. Il faut être réaliste, tout le monde n'a pas envie ou n'a pas les moyens de se payer un sac à projet, ou alors a envie simplement de se le faire lui-même. Donc rien ne vous empêche de le faire, mais j'en ai de multiples, je vous en ai sorti 4 là, donc un qui était de la récup, un qui est un joli petit sac plus à porter en bandoulière, ce sac-ci qui est vraiment mon sac fourre-tout en fait, qui fait vraiment sac un peu tout, et puis un sac cousu. Donc vous voyez, vous avez un peu le panel ici de sacs à projet, j'en ai d'autres, hein. Des tote bags, j'en ai mais une multitude, dans lequel il n'y a pas forcément quelque chose, mais ça me permet de pouvoir faire du roulement au niveau des sacs à projet. Autre accessoire que je trouve essentiel, c'est ceci. Parce que j'ai beaucoup utilisé ceci. Alors ici, ils sont enroulés, je ne vais pas vous les dérouler parce que sinon c'est galère pour les réenrouler. Ce sont des longues tiges plastiques en métal flexi pour bloquer. Alors, pendant très longtemps, je n'ai utilisé que ceci et des aiguilles pour fixer et pour bloquer notamment mes châles. Et puis j'ai découvert ceci, ça fait un petit temps quand même que ça existe sur le marché, ce sont les bloqueurs Knit-Pro. Alors, je sais qu'il en existe chez AliExpress, je vais passer l'information, mais personnellement, j'ai les Knit-Pro. Alors, je n'ai pas qu'une boîte, j'en ai plusieurs. Franchement, j'adore. Littéralement, c'est vraiment les bloqueurs dont je me sers tout le temps. Alors, j'utilise encore ce genre de bloqueur j'utilise ceci, donc le câble avec des aiguilles ou carrément un peigne, pour fixer la lisière supérieure d'un châle, parce que ça m'évite d'avoir d'une irrégularité au niveau de la lisière. Donc quand j'ai un châle en circulaire, ou pas en circulaire, en semi-circulaire ou en croissant, je mets ceci. Quand c'est un droit, ma foi, c'est plus facile à gérer, mais je mets ceci et puis je bloque soit avec des aiguilles, soit avec mes peignes. Les peignes, en fait, dans la boîte, vous avez des peignes, alors j'en ai perdu un peigne, vous avez des peignes, des grands peignes et des petits peignes. Voilà, ce genre de choses, je trouve ça très bien. Pour bloquer les châles, parce que le blocage, ça vous permet de révéler votre tricot. Ça me permet aussi de bloquer les moufles, les mitaines, les bonnets. Alors, il y en a qui ne bloquent pas les bonnets comme ça, mais moi, ça me permet de stabiliser, ça me permet de bloquer mes échantillons, ça me permet de bloquer les pulls. Donc, les pulls, souvent, je ne les tire pas. Bloquer ne veut pas dire nécessairement tirer comme un fou sur son résultat pour élargir le tissu. C'est pas ça. Bloquer, c'est lisser vraiment le résultat lavé ou à la vapeur pour obtenir c'est une finition, en fait, le blocage. Vous n'êtes pas obligé de tirer comme un malade. Pour la dentelle, ça a un sens, mais pour un pull, ça n'en a pas. Donc moi, souvent, je lave mes pulls, je les mets à plat, ou je leur passe un coup de vapeur, je les mets à plat, et je les bloque aux dimensions préconisées. Donc quand j'ai déterminé, voilà, je veux par exemple 110 cm de tour de poitrine, eh bien je mets mon pull à plat, et je bloque à 55 cm, parce que 55 x 2, ça fait 110, et je mets alors mes bloqueurs, je bloque les épaules, je bloque les manches,
mais je ne tire pas dessus. Ça aide vraiment à stabiliser, en fait. Ça évite que si on donne un coup de dent, ça ne bouge et ce genre de choses. Donc j'aime bien, moi j'adore ce genre de choses. Et je ne m'en passerai plus, des bloqueurs. Franchement, je ne m'en passerai plus. Je ne me contente pas de poser mon tricot. J'aime beaucoup, beaucoup utiliser les bloqueurs pour plein de raisons, plein de motifs, et notamment les échantillons. Je ne le répéterai jamais assez, les échantillons, vous devez les bloquer de la même manière dont vous allez laver votre tricot. Si vous allez bloquer agressivement votre échantillon pour X ou Y raison, votre projet pour X ou Y raison, il faudra bloquer votre échantillon dans les mêmes conditions. Donc voilà ce dont je me sers souvent. Alors, chose qui n'est pas essentielle. On peut faire sans, parce qu'on a nos mains, on peut faire sans, on a les chaises, mais qui, quand on tricote beaucoup, devient un facilitateur, on va dire. Ça vous facilite quand même beaucoup la vie. C'est ceci. Et, je vais le poser pour qu'il ne se casse pas la figure, ceci. Alors, celui-ci, il a au moins 10 ans. Il a vécu, il y a une partie qui est cassée. C'est un échevaudoir. Il m'en sert aussi lorsque je dois rebobiner les échevaux de la pérégrine, donc il me sert aussi professionnellement. Il commence à avoir de l'âge, il commence à montrer ses faiblesses, donc à mon avis, il va falloir que j'envisage de le remplacer. Ceci, ça vous aide vraiment à ne pas utiliser une chaise ou un humain, votre mari par exemple, pour tenir les chevaux, pour le mettre en cake. Parce que quand on doit bobiner 4, 5, 10 écheveaux, je vous avoue, bobiner, oui je dis bien, mettre en plot, à partir d'un certain moment, on commence à fatiguer. Alors ça, j'ai commencé à investir. Je ne l'ai pas investi tout de suite dès que j'ai commencé à tricoter. J'ai investi un peu plus tard. Surtout quand j'ai commencé à tricoter beaucoup de dentelles. Quand les écheveaux faisaient entre 800 et 1200 mètres, à partir d'un certain moment, mon mari commençait à fatiguer et en avoir ras-le-bol de servir de porte-écheveau. Et moi, j'en avais ras-le-bol de faire ma plotte. Donc, j'ai investi dans un échevaudoir. Alors, c'est un prix aussi. Vous avez des échevaudoirs en plastique, mais je vous conseille de prendre une marque réellement, parce que ça va tenir le choc. Je vous dis, il a moins 10 ans cet échevaudoir. C'est un Glimarca. Je pense qu'on n'en trouve plus maintenant. À l'époque, il faisait plus de 100 et des euros. Donc, vous en trouvez, Nitpro en fait, vous en avez chez, comment est-ce que c'est encore la marque, Lique. Donc, vous avez des très beaux échevaudoirs. Vous en trouvez de toutes sortes, en plastique, en métal, en bois. Faites attention à la qualité parce que sinon vous allez vous arracher les cheveux. Donc ceci, voilà, vous voyez, il est cassé. Il est encore fonctionnel, mais il y a un des choses qui est cassé. Donc il faudrait que je trouve un ébéniste, soit pour le réparer, soit je vis avec. Donc ça, c'est vraiment le genre de choses que j'aime beaucoup. Et puis ceci, alors ceci, c'est un bobinoir en bois Strauss, on ne le trouve plus. C'était quelque chose qui faisait plus de 200 € à l'époque. J'en avais un autre en plastique et puis j'ai investi dans celui-ci. C'est Made America, c'est vraiment quelque chose d'ultra solide. Strauss, ils font aussi des rouets. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai dû trouver une alternative parce que je ne trouvais plus de câble ici pour pouvoir entraîner ceci pour faire tourner la tête du bobinoir. Donc j'ai dû me tourner vers Nitpro, mais je pense que Nitpro les fait maintenant aussi en bois. C'est vraiment increvable ce genre de choses. Si vous faites attention et que vous ne le mettez pas n'importe où et que vous ne l'abîmez pas et que vous ne le faites pas tomber, c'est vraiment increvable. Je pense qu'il en a pour toute une vie. À part la pièce ici en plastique qui est la courroie, le reste c'est du bois et du métal. Donc c'est le genre de choses vraiment increvable. Alors ça, c'est conséquent en prix. C'est, à mon avis, plus de 200 € maintenant, cette marque-ci, si on le trouve. Je pense qu'on ne le trouve plus en Europe. À l'époque, je ne sais plus combien, 160 qui faisait, je pense, ou 150. Vous en trouvez en plastique à une cinquantaine d'euros. Il y a des petits japonais qui sont vraiment fonctionnels, il n'y a pas de souci. L'avantage de celui-ci, c'est que ça peut vous faire des cakes de 200 grammes, ce qui n'est pas le cas des petits japonais. Les petits bobinoirs japonais qu'on vend chez Bergère de France, par exemple, c'est 100 grammes maximum, et encore à partir d'un certain moment, ils saturent. Tandis que ceci, facilement 200 grammes, il tient le choc, donc les laines très épaisses, ça va vous faire des très beaux cakes. Il y en a des électriques qui font plutôt 500 ou 600 €, c'est un autre prix, mais voilà, quand vous êtes
grand tricoteur et vous tricotez souvent, ça c'est un investissement. Donc ces deux pièces-ci sont vraiment des choses qui ne sont pas essentielles à la vie de tricoteur, mais que moi, avec l'expérience, j'ai appris à apprécier et dont je ne me passerai plus maintenant parce que je ne me sers plus, je ne fais plus de pelote. Alors oui, peut-être quand j'ai 20 mètres à faire, je fais une pelote, ça m'évite de sortir l'échevaudoir, le bobinoir, mais quand j'ai un écheveau entier de 400 mètres, même de 200 mètres, je le fais au bobinoir systématiquement et j'en profite pour bobiner 2-3 écheveaux en même temps, ainsi je ne sors pas mon matériel juste pour un écheveau. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me paraît vraiment un investissement à long terme une fois qu'on est vraiment accro du tricot. Et dernière chose, c'est ceci. Alors ça, c'est vraiment le genre de choses pas ultra utile. Vous pouvez tout à fait le remplacer, mais objectivement, moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est ceci. En fait, c'est Coconut qui a fait ce petit porte-document qui est en fait magnétique avec une règle. Normalement, vous en avez une deuxième, mais elle a cassé, donc il faut que je réinvestisse. Ça vous permet de fixer vos diagrammes sur... Donc, non seulement vous pouvez glisser ici un projet, ici aussi, et vous savez l'installer comme ceci, non pas comme ceci, je ne sais plus dans quel sens il fonctionne, attendez, voilà, comme ça, en fait, vous savez le placer sur une table. Je l'aime beaucoup parce que moi je tricote, quand je tricote du jacquard, et je fais quand même beaucoup de jacquard, je n'aime pas travailler sur ma tablette, sur mon téléphone, parce que je n'ai pas de tablette. J'ai un PC qui fait tablette, mais comme je me sers de mon PC pour faire autre chose, sur mon téléphone, j'aime pas. C'est soit trop petit, soit je dois agrandir et je vois pas la totalité du rang, donc j'imprime toujours mes diagrammes de jacquard. Et ça, c'est vraiment le truc qui me sert pour mes diagrammes de jacquard. Donc c'est pas quelque chose qui va me servir souvent, puisque je fais pas nécessairement du jacquard tout le temps, mais au moins avec la règle, je mets mon diagramme et la règle me permet de voir à quel rang je suis. Et vous le fermez et vous n'avez pas la perte de votre avancement. Parce que fut un temps, je mettais ça dans le canapé, il suffisait que quelqu'un bouge pour que, pouf, ça saute d'un rang et je me vois que je me trompe. Donc j'ai investi dans ceci et je ne le regrette pas du tout. Alors c'est quand même plus de 40 €, je pense, mais je ne le regrette pas, honnêtement. Mais je suis une aficionadeuse du jacquard, je ne m'en sers pas pour la dentelle, je ne m'en sers que pour le jacquard, vraiment que pour le jacquard. C'est le genre de choses, vous pouvez utiliser n'importe quel autre tableau magnétique pour le faire, mais moi personnellement j'aime beaucoup, en plus j'aime bien le look, en plus je trouvais ça mais vraiment très fun et très pratique que ça puisse se placer comme ceci, vous mettez ça sur votre table et vous travaillez et vous avez ça, votre diagramme face à vous. J'ai pas de tablette, je le répète, donc l'investissement d'une tablette ou ça, j'ai choisi ça plutôt que l'investissement d'une tablette, puisque je n'avais pas besoin d'une tablette. Donc voilà le genre de choses dont moi, personnellement, j'ai besoin. Alors il y en a qui vont dire qu'une chose dont ils ne se passeront pas, c'est certains devices électroniques, comme Knit Companion, ou ce genre de choses. Moi, personnellement, je ne me sers de mon téléphone que pour regarder mes patrons, sauf les diagrammes. Je ne me sers pas d'un marqueur, de quelque chose parce que je n'aime pas, en fait. Je n'arrive pas à transitionner entre le papier et l'informatique. J'imprime pas nécessairement mes patrons, je regarde et je sais plus ou moins où je suis, et il n'y a vraiment que les diagrammes que j'imprime de jacquard, sinon je ne les imprime pas, et je n'ai pas besoin d'un surligneur. À la limite, si j'ai besoin d'un surligneur, j'utilise tout simplement l'application Adobe qui est sur mon téléphone, et ça me permet de dire, j'ai fait une notation là, sinon en général, je ne le fais pas. Je me sers vraiment que du papier, mais il y a des applications qui sont vraiment très chouettes, qui sont Knit Companion notamment, pour vous permettre de suivre votre diagramme. Alors, tous les patrons ne sont pas compatibles pour Knit Companion, il faut le savoir, mais la majorité le sont. Donc, c'est un outil que pas mal utilisent plutôt qu'utiliser du papier et du crayon. On en est à la conclusion. Je vous ai montré les accessoires qui ne me servent plus et je vous ai montré les accessoires qui me sont utiles. Alors, je ne vous ai pas montré tous les accessoires dont je me sers une fois de temps en temps. J'ai un porte-pelote qui tourne, dont je me sers surtout quand je tricote dans le canapé et que je fais des grands projets. Je ne m'en sers pas nécessairement pour les petits projets. Donc ça, c'est quelque chose qui me sert ponctuellement. Il y a des choses qui me servent ponctuellement et qui sont utiles. Mais ici, je vous ai montré vraiment les essentiels. Donc pour moi, les marqueurs, le crochet, la paire de ciseaux, le mètre-ruban, ce sont vraiment les choses dans lesquelles un tricoteur débutant doit en fait investir. En tout cas, si vous avez envie d'offrir quelque chose à un tricoteur débutant, offrez-lui un crochet, une paire de ciseaux et des marqueurs.
peut-être pas les marqueurs, mais je pense que ça facilite quand même les choses. Mais un marqueur, un mètre-ruban et un crochet, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment essentiel. Alors, ça peut être une règle et pas nécessairement un mètre-ruban. C'est quelques euros, en fait, un crochet. Ces petits kits-là, c'est pas très cher. Un crochet, ça n'est pas nécessairement un tulipe qui va faire 11 euros. Ça peut être un petit crochet en métal. Donc, c'est pas un investissement énorme, mais je pense vraiment que c'est la base de ce dont on a besoin en tant que tricoteur. Et puis, le reste, ça reste de l'accessoire, évidemment, de l'accessoire plus ou moins utile, et on affine nos choix en fonction vraiment de ce qu'on a, enfin de notre façon d'évoluer dans le tricot, parce que certains vont rester avec des marqueurs en fil, enfin en laine, et ça ne leur pose aucun problème. Moi, personnellement, je trouve que c'est un frein à ma façon de tricoter. En fait, je les fais tomber. Le fil, quand je réinsère l'aiguille, par exemple, et je pique dans le fil, et donc ça, ben voilà, ça me complique la vie. J'ai pas envie que ça me complique la vie. Moi, plus c'est simple, mieux c'est. Donc, les petits marqueurs ronds, ça me va très bien. Les ampoules, ça me va très bien. Voilà. Donc en gros, voilà les accessoires dont je me sers au quotidien, parce que c'est vraiment au quotidien dans ma vie de tricoteuse. On se retrouve la semaine prochaine à Malakoff en vrai pour des ateliers finition pro et un atelier brioche. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine ici sur YouTube. On arrive à 10 000 abonnés. Vraiment, on arrive. Mais vraiment, quand je dis vraiment, on arrive à 10 000 abonnés, je vous ai préparé une petite surprise. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de mettre un like. Et à samedi prochain.